Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence, cette conférence qui va être dédiée à Unreal Engine au-delà du jeu vidéo. Et voilà, alors un peu l'objectif, c'est vraiment que vous participiez au fur et à mesure. Donc on ne va pas faire forcément des questions-réponses à la fin, mais voilà, si vous avez des questions, des interrogations au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main et à poser les questions. Et nous, après, on adaptera les présentations en fonction de vous, de vos interrogations. L'idée étant vraiment que ça vous intéresse. Et voilà, donc n'hésitez pas à participer au fur et à mesure et nous, on s'adapte vis-à-vis de ça. Are you plugged in? J'ai pas le son. Are you plugged in? Yeah. All right, ready? Voilà, c'est une petite vidéo de présentation de tout ce qu'il est possible de faire sous Unreal. Vous avez vu, il y a des choses qui relèvent autant du jeu vidéo, de l'animation, du motion design, de concerts sur Unreal, sous Fortnite. Voilà, ça vous permet d'avoir une idée un peu globale de ce qu'il est possible de faire. Bon, on a fait juste la présentation parce qu'on ne s'est pas présenté. Donc moi, c'est Freddy Connet. Donc moi, je suis surtout cofondateur de Sowen. Donc Sowen, on est un studio Créatech. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure pour vous dire exactement ce que c'est qu'une Créatech. Et donc moi, voilà, je suis Agathe Turlotte et je suis Unreal Engine Education Advisor. Juste pour savoir, dans la salle, qui vient du jeu vidéo? Vous pouvez lever la main. Bon, bah voilà, ok, c'est clair. Et il y en a qui viennent de l'animation, du cursus animation ou... Bon, on peut dire que comme une grande majorité des jeux vidéo. Mais ils sont devant en animation. Mais vous êtes là, merci. Ok, très bien. Donc voilà rapidement ce qu'on va vous présenter. On va se présenter nous, qu'est-ce que c'est Epic, Sowen, pourquoi on travaille ensemble, qu'est-ce que le temps réel. Après, bon, si vous venez du jeu vidéo, je pense que vous le savez tous. Mais bon, faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sous Unreal hors du jeu vidéo, hein. Voilà, avec quelques présentations concrètes de cas qui sont réalisés dans l'industrie. Et enfin, voilà, on a tout un problème de partenaires. Et Isart est partenaire académique de Unreal. Et c'est un peu l'idée de vous présenter voilà, ce que c'est. Donc voilà rapidement mon parcours. Alors moi, je suis quelqu'un qui vient plutôt de l'industrie à la base. Enfin, moi, j'ai fait un master en histoire et en master de management des achats. Donc faire des achats, ça veut dire dépenser les sous de l'entreprise, hein, clairement. Donc voilà, donc moi je viens plutôt de l'industrie, donc j'ai travaillé, vous pouvez voir, chez Panzani, Airbus, AXA, Novartis, voilà, plein de grosses boîtes. Et il y a 11 ans, je suis rentrée dans une boîte qui s'appelle Aldébaran Robotique, voilà, qui faisait les petits robots Nao et Pepper. Et là, c'est une vraie bascule dans la vie professionnelle, parce que je suis passée de l'industrie, de la finance, des achats, à la tech, en basculant, en faisant des achats tech et après gestion de projet. Et après, j'ai complètement basculé depuis 10 ans en travaillant chez Realcast, que Isart connaît, parce que je crois qu'il y a certains de vos collègues il y a 2 ans qui ont travaillé avec eux, qui fait de la réalité augmentée pour les lieux culturels. J'ai travaillé chez Artefix. Et depuis 3 ans, j'ai ma propre boîte qui s'appelle Maelita. Et donc, je travaille en tant que consultante pour Epic Games. Et en même temps, j'accompagne en termes de business des petits studios de JV et d'animation. Donc voilà, comme quoi on peut partir dans l'industrie et arriver dans le jeu vidéo.
Et donc, qu'est-ce que je fais parce que qu'est-ce que ça veut dire être Education Advisor? Mon rôle, c'est vraiment de pouvoir créer tout un écosystème autour d'Unreal. Donc, c'est comment, à un moment, on va créer un écosystème dans les écoles et les universités, tant au niveau du jeu vidéo, de l'animation, de l'architecture, du motion design. Comment, après, on va travailler aussi avec les studios. Donc, on va aussi accompagner en partie les studios sur leur formation professionnelle. Comment un studio de jeux vidéo, on va l'aider à basculer de Unity à Unreal. Comment un studio d'animation qui n'a pas l'habitude de travailler en temps réel va pouvoir intégrer Unreal dans son pipe. Et en même temps, ça va être aussi de pouvoir accompagner toutes les institutions publiques, que ça soit le SNJV, que ça soit les écoles du RECA et que ça soit le CNC, pour vraiment qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est le temps réel. Donc, c'est vraiment pouvoir créer et accompagner l'adoption d'Unreal Engine et du temps réel dans l'ensemble de l'écosystème, des écoles jusqu'aux institutions publiques. Alors, je parlais un petit peu de mon parcours aussi. Donc moi, j'ai commencé à faire plutôt mes études plutôt dans le cinéma d'animation. Et à la suite de mes études, je suis parti travailler dans différentes boîtes en tant que stagiaire, puis intermittent. Donc j'ai notamment bossé chez Durand Dubois sur des longs métrages, aussi à Microsimage sur de la pub. Et puis aussi sur un court métrage qui s'appelle Logorama. Quelqu'un a vu Logorama? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Logorama? Pas beaucoup. Ok, mais c'est pas mal. Donc Logorama, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un court métrage où en fait toute la ville et toute l'histoire est composée essentiellement de logos. Et donc c'était un court métrage qui était un peu confié, on va dire, aux stagiaires initialement, mais qui a eu un beau parcours puisque il a quand même gagné un Oscar d'animation en fait. Donc je crois que c'est le premier Oscar d'animation français. Et puis aussi après des Césars, enfin un César notamment en France. Donc il a eu un très très beau parcours. Et pourquoi est-ce que j'en parle là? C'est parce qu'en fait ça a été pour nous un point très intéressant, donc avec mon associé Mohamed, qui n'est pas présent aujourd'hui mais qui fait travailler les équipes, donc avec moi qui m'amuse aujourd'hui. Et donc avec Mohamed, on a eu la chance de travailler du coup sur ce projet. Et c'était pour nous un projet fondateur puisque du coup il y avait déjà cette notion d'univers. Et du coup, quand on parle d'univers, c'est vraiment penser vraiment l'entièreté, bien sûr, des décors, des personnages, donner une cohérence à tout ça. Et donc, on se posait déjà la question de comment est-ce qu'on peut justement façonner ces univers, les créer, et ensuite tourner à l'intérieur un certain nombre de choses pour raconter des histoires. Donc voilà pourquoi j'en parle régulièrement, parce que c'était une chouette aventure humaine, mais aussi avec ce principe qui est fondamental pour nous. Donc voilà, en 2010, on se dit bon ben voilà, on arrête de travailler pour les autres, on va essayer de faire nous notre propre studio en partant de ce principe-là, avec le fait d'avoir du coup une équipe qui soit finalement assez réduite mais polyvalente, parce que c'est un peu au contre-pied de ce qui se fait généralement dans l'industrie. On va plutôt chercher l'hyper-spécialisation. Nous, on s'est dit, ben voilà, on va plutôt faire l'inverse. On va essayer d'avoir une équipe qui est plus réduite, mais qui va pouvoir attaquer différents sujets, différentes techniques, avec bien sûr chacun ses points forts et puis ses points faibles. D'où le fait de pouvoir travailler en symbiose en fait, sur les projets. Donc en 2010, on fonde Sowen. Et Sowen, il y a un peu ce credo que je vais paraphraser, c'est construire un monde de divertissement expérientiel, sensoriel, sans limite de sujet, effaçant la frontière entre le physique et le digital. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plein de projets, vraiment divers et variés, pour différentes industries et avec différents formats. Donc là, vous pouvez voir quelques petits aperçus. On parle de 360 degrés, donc full 3D. Puis ensuite, petit à petit, on a amené la partie temps réel. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est vraiment différentes formes. Et puis aussi le physique, très important. Pouvoir, au bout d'un moment, en fait, on ne s'est plus contenté juste de transmettre la vidéo et des histoires par les images, mais c'était aussi le fait d'impliquer d'autres sens que la vue et l'ouïe, et donc en impliquant d'autres sens justement pour avoir un impact mémoriel qui soit hyper intéressant. Donc on a travaillé aussi tout ça à travers les interactions physiques. Donc aujourd'hui, on se nomme comme étant une créatech parce qu'en fait, on allie du coup la créativité avec les nouvelles technologies. Donc peu importe, c'est pas que les nouvelles technologies de l'image, ça va être aussi de l'haptique, ça va être en ce moment pas mal d'IA aussi. Donc tout un tas en fait de technos qui arrivent sur le marché qu'on trouve intéressantes à exploiter. Donc au début, on va d'abord
essayer de les challenger, savoir ce qu'on peut faire avec. Moi, j'aime bien dire surtout qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, justement, pour ensuite en tirer le meilleur parti et créer des sortes de prototypes. Et quand on est satisfait de ce qu'on peut faire avec, et ben à ce moment-là, on va pouvoir proposer nos services à d'autres sociétés, d'autres entreprises. Et donc là, vous pouvez voir quelques-uns de nos clients avec lesquels on a déjà travaillé. Peut-être ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas du tout dans un secteur unique. C'est vraiment assez vaste. Donc on parle de transport, du transport, de l'automobile, de l'énergie, du luxe, du divertissement, même du bancaire. Donc c'est vraiment plein d'entreprises différentes avec des problématiques qui sont aussi des fois totalement opposées presque, mais aussi des fois avec des problématiques qui sont au contraire très proches. Et donc c'est là où ça devient intéressant parce que du coup nous on va pouvoir aussi rebondir sur nos expériences avec d'autres entreprises pour les faire rayonner dans d'autres secteurs. Voilà. Ensuite, on a une petite frise qui sont nos prix. Donc, à part pour se la péter, c'est aussi pour montrer que on a autant des prix sur la partie artistique que sur la partie technique et R&D. Donc ça, pour nous, c'était vraiment important et c'est surtout pour ça, en vrai, qu'on la montre. C'est que on n'aime pas être qualifié juste comme étant un studio d'exé ou une agence. On a vraiment l'alliance des deux et c'est pour ça qu'on aime bien montrer cette frise. Et enfin, nos partenaires, donc on travaille avec d'autres entreprises qui nous servent à constituer nos projets et à avancer voilà, le plus loin possible dans nos différents projets. On travaille pas mal avec Vive et Meta, hein, qui surtout sur la partie réalité augmentée, réalité virtuelle. Avec HP, notamment sur toute la partie informatique, ordinateur, laptop, tout ça. Je saute notamment Epic Games parce qu'on en parlait pas mal. Tacolor et Sam University, donc Tacolor qui est notre filiale en Tunisie, spécialisée dans le développement, et elle est intégrée aussi donc à l'école Sésame, qui est une école d'ingénieurs. Et donc évidemment Epic Games, avec qui on travaille en étroite collaboration depuis plusieurs années maintenant. Puisque je ne sais pas si j'ai une slide qui parle de ça, mais en fait nous on a commencé à travailler avec notamment Unreal Engine depuis 2014 en test et notre première production c'était en 2016, donc ça fait quasiment 10 ans en fait que on compile des shaders. Voilà. Bon, je vais vous présenter rapidement Epic Games, mais je pense que vous connaissez tous Epic Games. Il y en a qui... vous travaillez tous sous Unreal, vous connaissez tous Unreal ou oui? Non, vous faites commencer par Unity, vous voyez Unreal plus tard, non, c'est ça? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Epic Games? Epic Games, à la base, c'est quand même un studio de jeux vidéo avant d'être un développeur de moteurs de jeux, qui existe depuis une trentaine d'années, qui est présent dans plus de 15 pays. C'est pas si gros que ça comme boîte, parce qu'on n'est que 4200 employés, ce qui n'est pas énorme pour une boîte mondiale. Mais voilà, on est présent un peu partout. C'est un studio de jeux vidéo donc, qui a commencé à créer son propre moteur, Unreal, pour faire le jeu Unreal, et qui après l'a mis depuis une dizaine d'années à disposition de l'industrie gratuitement. Alors, qu'est-ce que Epic Games fait? Donc, ils font autant des jeux vidéo, ils éditent des jeux vidéo, et par Unreal, ils permettent de faire des licences, soit de jeux, soit de tout ce qui est hors jeu vidéo. Et vous allez voir des choses après, évidemment, beaucoup dans l'animation. Là, il y a les premiers films d'animation, les longs métrages qui sortent faits sous Unreal. Vous avez des séries animées qui sont faites sous Unreal aussi. Donc, petit à petit, en fait, c'est vraiment l'idée, au travers d'Unreal, de développer aussi cette technologie du temps réel en dehors du jeu vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les créateurs
à développer le temps réel et à créer des expériences dans tous les domaines d'activité pour créer des expériences. C'est vraiment l'idée de faire pour les créateurs, par les créateurs. Le fait que ça soit une boîte qui soit à la base un studio de jeux vidéo et non pas une boîte qui crée un soft, ça veut dire que l'idée étant vraiment que c'est les gens, quand ils développent, enfin nos développeurs, qui se rendent compte des problématiques qui peuvent exister dans le moteur, et donc il va décider de développer directement une feature parce que eux, c'est quelque chose qui sert directement dans le jeu. Ça ne va pas du tout être le marketing qui va dire tiens, il faut développer ça pour faire pour le marché. L'idée, c'est que ça vient vraiment des gens, quand tu l'utilises, de dire non, mais en fait, là, il y a un problème. Avec aussi ce qu'il y a avec tous les partenaires où voilà, ils peuvent développer parce que Unreal est aussi un moteur qui est en open source. Donc, vous pouvez après proposer à Epic des features qui seront intégrées après au fur et à mesure dans le moteur de jeu en temps réel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir un système qui soit complètement connecté. Unreal est un moteur aussi qui est gratuit, où vous commencez en fait à payer des royalties qu'à partir du moment où vous faites plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur votre jeu vidéo. Donc tant que vous faites moins d'1 million, vous pouvez utiliser Unreal tant que vous voulez. Et au bout d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va vous demander 5% de royalties. Donc l'idée étant vraiment de pousser à la création et de mettre vraiment ce moteur de jeu à disposition afin que vous puissiez quelque part vous amuser avec et explorer l'ensemble des possibilités existantes avec le moteur. Oui, vas-y, pause. Donc voilà, donc Epic Games, c'est aussi tout un système. Donc vous avez Unreal et UEFN. Il y en a qui ont déjà entendu parler du UEFN ou pas du tout? Ok. J'en parlerai un peu plus tard. Mais donc c'est Unreal for Fortnite. Il y en a qui ont déjà joué à Fortnite? Ok, normal. Donc en fait, vous allez avoir tout un écosystème Epic. Ça va être autant des outils de jeu en temps réel, mais ça va être aussi un moment de pouvoir vous accompagner sur des assets, sur la mise à disposition d'assets, de content, au travers de Sketchfab, de Quixel, de très haute qualité, parce que vous allez avoir beaucoup de photogrammétrie, vous allez avoir tout ce qui va être MetaHuman. Ça va être vous aider aussi dans toute la distribution. Votre jeu, vous pouvez le mettre sur le store. Vous pouvez maintenant aussi publier directement sous Fortnite. Et c'est en même temps créer les communautés. Vous avez la Dev Community. Et je vous invite à voir où il y a énormément de choses sur la Dev Community. Et essentiellement beaucoup de documentation. Et si vous avez des questionnements autour de Unreal, c'est clair que là, vous allez trouver beaucoup de choses sur la Dev Community. Et Epic a racheté il y a quelques années ArtStation. Donc, ce qui permet aussi de développer tout ça. Et après, vous... Oui, bah après, juste pour commenter un petit peu cette slide-là, effectivement, nous, en tant que studio, on utilise quasiment l'intégralité en fait, de l'écosystème Epic Games, notamment, bien sûr, tous les outils qui nous servent quotidiennement, voilà, Fab, Quixel, tout ça. Un peu moins les services de distribution parce que nous, notre marché n'est pas de publier sur les stores et en tout cas à date pour l'instant, Sowen n'a pas vocation encore à publier de jeux vidéo pour le grand public, mais bon, peut-être plus tard. Mais par contre, on fait quand même notamment du Fortnite, notamment avec UEFN. On va avoir un cas concret tout à l'heure. Et puis la community, effectivement, c'est très très important. C'est ce qui nous a séduit aussi dans notre relation avec Epic Games, ou même avec toute la communauté de créateurs, puisque c'est très actif. Et on a beaucoup de réponses quand on est des fois bloqué, ou même beaucoup d'inspiration, notamment sur ArtStation. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, Sketchfab, c'est une boîte française qui est basée à Paris, dans le 9e, et qui a été rachetée il y a 3-4 ans maintenant par Epic Games. Il y a une partie des choses où que Epic Games, depuis 4-5 ans, a fait une croissance externe en rachetant des boîtes un peu partout dans le monde. Vous avez d'autres questions? Bon, on va avancer. Alors, le temps réel. Ah, il y a une autre question, pardon. Ouais, alors la compagnie, alors je vais pas le présenter aujourd'hui le projet, mais je peux répondre quand même. Oui, on a fait une expérience en réalité virtuelle. En fait, on devait s'allonger sur leur matelas et puis hop, on s'enfonçait dans le matelas, on rapetissait. Et ensuite, il y avait toute une histoire, un storytelling autour. Donc voilà. Donc le temps réel. Je crois qu'il y a une petite vidéo.
Oui, oui, il y avait une question. Ouais. J'avais une question par rapport à le fait que vous avez acheté ArtStation et Sketchfab. C'est dans quel objectif vous l'avez fait? Comme par exemple sur ArtStation, il n'y a pas forcément, enfin tous les projets publiés ne sont pas forcément utilisés avec Unreal. Donc c'est agrandir la communauté de Epic ou dans quel objectif en fait? L'idée étant vraiment de créer un écosystème global. C'est-à-dire que c'est autant pouvoir développer des communautés, hein, quelles qu'elles soient graphiques, ou parce que le dev des community va plutôt s'adresser aux programmeurs. On va plutôt être très technique, alors que ArtStation, ça va être beaucoup plus pour les artistes. Et Sketchfab, ça va être aussi pour avoir accès à des banques de données d'assets. Donc l'idée étant vraiment de pouvoir créer un écosystème qui soit global et pouvoir proposer aux personnes qui utilisent Unreal, en fait, de rester dans un écosystème qui soit épique. Ok, du coup c'est par exemple... Mais pas du tout avec vocation de fermer après l'écosystème et de dire non, pour faire ArtStation, il faudra mettre que du Unreal ou quoi que ce soit. Okay. L'idée étant vraiment d'ouvrir, mais de pouvoir proposer un écosystème qui soit global. C'est par exemple quelqu'un qui utilise Unreal aura plus facilement accès à des assets, par exemple gratuits. Alors, pas forcément gratuit, vous pouvez très bien aller sur le store, mais typiquement dans Unreal, il y a un moment où tu peux avoir un plugin pour avoir accès directement à Quixel qui te permet d'aller récupérer des assets directement que tu intègres directement dans Unreal. Donc, en fait, dans Unreal, tu vas avoir la facilité d'accès à l'ensemble de l'écosystème. Okay. Mais ce qui ne t'empêche pas après d'aller sur Quixel et d'aller prendre des assets aussi. Okay. L'un n'empêche pas l'autre. L'idée étant toujours de... quand Epic a été créé, donc il y a une trentaine d'années, on était quand même beaucoup sur la notion d'open source et de pouvoir laisser dans l'open web, ce qui était vraiment la philosophie de l'époque. Et c'est assez resté chez Epic de ne pas vouloir fermer les écosystèmes. À l'époque, tu avais Apple qui vraiment verrouillait son écosystème. Et après, c'était l'idée de faire de l'open source et de pouvoir ouvrir les écosystèmes. Donc Epic a toujours gardé cette volonté d'intégration d'un écosystème qui soit global. Ok. Ouais, je vais rajouter aussi un petit truc, c'est pareil par rapport à Fab aussi qui est sorti récemment, qui était donné récemment à destination de la communauté, du coup qui regroupe non pas que des assets destinés à Unreal, mais aussi pour Unity ou même sortir du FBX ou de l'USD pour du contenu on va dire linéaire sur Maya ou Blender, peu importe. Donc c'est vraiment comme disait Agathe, cette notion de la communauté d'artistes. Et il y a un peu cette volonté, en tout cas nous on le ressent, et c'est cette philosophie qu'on aime bien partager justement avec Epic Games. Donc voilà, donc si vous voulez faire un jeu, des expériences sur Unreal, vous avez deux moyens, il y en a plein d'autres, mais au moins deux c'est principaux, soit d'utiliser Unreal Engine, soit d'utiliser UFN. UFN qui est Unreal for Fortnite, qui est une version un peu allégée de Unreal et qui permet après surtout de pouvoir poster directement sur votre reel dans Fortnite, de pouvoir poster directement votre expérience sur votre reel et donc d'avoir accès directement à l'ensemble de la communauté Fortnite. Voilà, donc vous pouvez voir qu'est-ce que c'était le jeu vidéo il y a 30 ans, en termes de graphisme, et ce qui a permis après, il y a 2 ans, la facilité graphique et l'évolution graphique des jeux vidéo ces 30 dernières années. Et tout ça parce qu'il y a eu les GPU qui ont permis de pouvoir beaucoup développer le hardware qui permet de pouvoir faire ces jeux. Et ce qui veut dire que le jeu s'est vraiment complètement développé et s'est démocratisé aussi et propose des expériences beaucoup plus importantes. Et oui, il y avait une question. Oui, je suis désolée, c'est peut-être une question qui a peu d'intérêt, mais c'est UEFN, c'est ça? Ça m'intéressait juste de savoir, est-ce que c'est tellement lié à Fortnite que vous pouvez que utiliser des props venant du jeu et donc créer vos propres jeux à l'intérieur, hein, ou c'est vraiment assez libre, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes mécaniques, mais on peut toujours importer des objets à nous, des caractéristiques pour faire vraiment un jeu à part? Oui, on peut importer des jeux. Alors pour l'instant, je ne suis pas allée depuis longtemps et il y a les nouvelles versions de Fortnite, d'Unreal for Fortnite qui sont sorties.
Et avant, il y a un an, on était assez limité en termes de DA, mais ce qui permettait quand même de pouvoir apporter les assets. Et après, de plus en plus, l'idée étant vraiment de pouvoir faire maintenant après du hyper réalistique, même après par UEFN. Voilà, ça a juste 1 an et demi, Unreal for Fortnite, mais l'idée étant vraiment après, bon, je le présente après, mais en fait, pouvoir importer en effet, et de pouvoir après, l'énorme différence, c'est que tu publies directement sur ton île. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bon, voilà, l'intérêt, je passe assez vite sur ça, sur Unreal. Tout l'intérêt d'Unreal, c'est que déjà, c'est valable sur l'ensemble des plateformes existantes. Voilà, donc on en revient au principe d'avoir des écosystèmes ouverts et qui puissent être compatibles avec l'ensemble de ce qui existe sur le marché. Voilà, que ça soit en VR, que ça soit en box, que ça soit en PC, avec l'idée de pouvoir vraiment toujours proposer des choses de très grande qualité. Unreal est vraiment reconnu pour faire du hyper réalistique. Bon, maintenant on peut faire plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça permet comme ça de vous ouvrir la palette graphique globale, que ça soit de faire du cartoon ou de l'hyper réalistique. Voilà, on est sur du C++. Bon, c'est pas le code le plus facile, hein, je sais pas s'il y a des programmeurs ici. On sait que c'est pas le code le plus facile, mais vous êtes en full open source, et donc ce qui vous permet après de pouvoir aller un peu fouiner dans le moteur. Avec l'intérêt aussi qui a beaucoup changé le moteur, qui était la mise en place des blueprints, ce qui permet de pouvoir vraiment après faciliter le code et la mise en place du code. Et même sans être des développeurs, on peut créer des expériences sous Unreal. Et ça permet de faire du multijoueur. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus se développer, hein, et surtout en ligne. Donc ça fait partie des choses les plus importantes sous Unreal. Voilà, en Unreal 5. Alors là, la petite vidéo que vous avez vue avant, c'était la vidéo de présentation de la 5.5 qui est sortie en novembre. Donc avec la force du dernier de Unreal Engine 5, c'est toute Nanite et Lumen, dont la gestion dynamique de la lumière et la gestion dynamique des assets. Plus vous repoussez, enfin que ça soit beaucoup moins lourd à gérer. Avec Nanite. Et Lumen, c'est la gestion dynamique de la lumière. Et là, dans la dernière version, la 5.5, il va même avoir la gestion dynamique des ombres, ce qui est une vraie avancée. Ça vous permet de travailler en open world. Voilà, donc c'est ce qui permet après Avec le problème, c'est qu'on peut un peu se perdre aussi, c'est un peu la problématique. Mais en tout cas, vous pouvez créer des mondes qui sont complètement ouverts et qui sont très grands. Voilà, c'est toujours le principe. Dans l'outil, vous pouvez avoir accès à Quixel, vous avez plein de plugins pour pouvoir après travailler avec Houdini aussi, travailler sur Niagara. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui vous permettent de rester dans l'écosystème. Depuis la version 5, vous pouvez faire maintenant directement aussi le rig et l'anime directement dans Unreal. Voilà, et pas obligé d'importer des choses, généralement de Maya, pour faire. C'est des outils qui étaient en bêta et sur la 5.6 maintenant ont été vraiment travaillés. Donc on va vraiment avoir des choses qui vont être très puissantes pour faire directement le rig et l'anime directement d'Unreal. Avec aussi, vous avez tout l'accès à MetaHuman. Vous voyez ce que c'est MetaHuman ou pas? Voilà, donc, et vous avez tous les rigs de MetaHuman, donc des visages qui sont aussi intégrés dans Unreal. Donc ce qui vous permet d'avoir accès, comme je disais, à l'ensemble de l'écosystème Unreal. Et enfin, il y a quand même eu un gros travail qui a été fait sur le user experience. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé sur la version 4, voilà, qui n'était pas la plus facile d'accès. Donc, il y a eu un vrai travail de fait sur ça. Voilà. Et l'idée étant vraiment de continuer, de pouvoir proposer une expérience où quand vous ouvrez Unreal, vous pouvez tout faire autour d'Unreal et vous avez l'ensemble de plugins et l'accès directement dans Unreal. Ouais, j'ajouterais juste un petit truc en plus, c'est que si ça vous intéresse, bien sûr, toutes les fonctionnalités, Epic fait quand même bien les choses. Il y a souvent une roadmap qui est mise à jour. Et donc, voilà, vous allez sur le site, vous cherchez la roadmap de la 5.6 ou même la 5.5, ça montre ce qui a été fait, ce qui est prévu d'être fait, ce qui n'est pas prévu, et vous pouvez aussi suggérer des choses. Donc c'est vraiment pas mal, parce que c'est vrai que ils sont très actifs, ils bossent beaucoup, et donc du coup c'est des fois un petit peu compliqué de suivre les versions, et donc le fait d'avoir voilà, cette roadmap, c'est vraiment chouette, ça permet de voir, ah bah tiens, ça a changé, ou ça va me faire gagner vachement de temps, donc voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil. Ouais, elles sont publiques, que ce soit pour UEFN et pour Unreal, et c'est vrai qu'Unreal, on sort à peu près 2 versions par an. On a eu la 5.5 qui est sortie en septembre, il va y avoir la 5.6, voilà, l'idée, on fait 2 versions à peu près par an. Ce qui fait beaucoup et ce qui est difficile à suivre pour les écoles, on sait bien, pour avoir les bonnes versions. Et pour vous, étudiants, parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude,
de travailler sur une version, c'est difficile après de faire le scale-up. Voilà. En gros, on a 50% des jeux qui sont de dernière génération qui vont être faits sur Unreal. Voilà, et vous avez une idée un peu de tous les studios qui travaillent actuellement sur Unreal de jeux vidéo. Alors, je vais passer un peu rapidement là-dessus. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, donc il y avait bien une slide. Donc, comme je l'avais dit, donc 2014, c'est là où on a commencé à jouer avec Unreal. 2016, première production sous Unreal. C'était assez. C'est venu un peu d'une intuition venant du domaine du précalculé. Déjà on l'avait utilisé vraiment pas bien, mais c'était notre première approche au temps réel et à l'usage justement des assets et à la modification temps réel, parce qu'on avait un client qui était particulièrement tatillon, on va dire. Il fallait changer les choses à la dernière minute, et c'est là où on s'est dit on pourrait peut-être tester le temps réel justement pour ajuster notre scène en fonction des retours qu'on a, parce que s'il fait des changements jusqu'à la dernière minute, on ne tiendra pas les délais. Et en fait, ça a bien marché. Et donc c'est comme ça après qu'on a continué à explorer la possibilité de faire du temps réel un peu partout. Aujourd'hui, ça représente maintenant 90, et encore, on est vraiment gentil, mais c'est presque 98% maintenant de nos projets qui sont faits sous Unreal. Il y en a quelques-uns encore qui sont soit full web, soit encore sur Unity, mais on est principalement sous Unreal. Et comme je disais, c'est vraiment très varié. Ça va de la maquette interactive, donc comme je vous disais, interaction entre le physique et puis le digital. La production virtuelle, pareil, je ne sais pas si j'en parle après, mais on a aussi, donc nous on a à Montreuil, et on a un studio de virtual production, donc fond vert pour le coup, pas LED, mais fond vert, sur lequel on peut intégrer des décors Unreal directement en temps réel pour incruster des personnes que l'on filme, justement dans des décors. Et donc voilà, donc ça c'est quand même un outil assez sympa. Est-ce que tout le monde connaît la production virtuelle ou pas? Oui, non? À peu près. Et puis monde virtuel, donc ça va être vraiment, comme a dit Agathe, des mondes vastes, création d'avatars, expérience digitale, voilà, on en a parlé. Et surtout, en fait, depuis maintenant 2023, on est partenaire officiel du coup Unreal, donc on est service partner. Ça veut dire qu'en fait, on est référencé parmi les 100 entreprises dans le monde que Unreal recommande pour pouvoir faire des applications pour d'autres entreprises. Parce qu'en fait, Epic Games et notamment l'équipe d'Unreal n'a pas vocation à faire des projets pour d'autres structures, comme par exemple, je sais pas, EDF. Par contre, ils peuvent rediriger vers un pool d'entreprises qui savent utiliser Unreal. Et donc, chaque année, on est audité pour faire partie justement de ces 100 entreprises référencées comme étant partenaires. Et donc, l'année dernière, on est Gold Partner, ça veut dire qu'on est dans le top tiers de ces 100 entreprises mondiales. Voilà. J'avais juste une question à te poser, parce que vous avez aussi travaillé sur Unity, et comment ça fait la bascule entre les deux? Comment tu as pu accompagner tes équipes ou faire un peu les deux? Ouais, c'est une bonne question. En fait, Moi aussi, je vais apprendre des trucs. En fait, Unity, c'était plus simple pour les développeurs, en fait, mais pour les graphistes, ils étaient totalement perdus. Voilà, intégrer des assets en FBX, faire attention au draw call, machin, etc. C'est très brut dans Unity, et pour les graphistes, c'était beaucoup plus compliqué de s'y retrouver. Et le moindre truc qu'on doit faire dans Unity, faut passer par du C#. Ce qui a vraiment changé, c'est à la fois l'interface et le fait que rapidement on peut avoir du beau dans Unreal, déjà dès la version 4. Hein. Et ce côté, sans effort, pouvoir arriver déjà à produire quelque chose qui rentre bien, pour les graphistes, c'était hyper important. Bon, les développeurs, ils s'arrachaient les cheveux parce que les blueprints, c'était pas leur cam. Et puis le C++, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément le langage le plus abordable. Mais en fait, chemin faisant, finalement, les graphistes qui avant faisaient que du graphisme sont mis à faire du blueprint aussi. Et puis les développeurs faisaient des outils aussi pour ramener dans le blueprint. Donc le blueprint, c'est un petit peu aussi le liant finalement entre tous les développeurs et puis les graphistes. Et du coup, maintenant, c'est un peu mélangé. Comme je disais, nous, on est vraiment une équipe polyvalente. Et donc maintenant, on a plusieurs cordes dans notre arc pour pouvoir mettre en place des jeux ou des applicatifs, quoi. Voilà. Vous avez dit que vous utilisez 98% Unreal.
Mais vous avez dit aussi que vous utilisez Unity et Full Web, c'est ça? Oui, du développement web, parce qu'en fait, on fait aussi des expériences qui passent par le web. Et donc pour ça, il faut pouvoir développer des pages web qui interagissent aussi avec nos applicatifs. La plupart du temps, il y a toujours une brique qui se fait sous Unreal dans nos projets, sinon ça ne nous intéresse pas trop. Mais maintenant, c'est vrai que la première porte d'entrée, ça va être les téléphones, ou ça va être des tablettes, ce genre de choses. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir justement ramener le public pour utiliser des applications ou que ce soit le premier point d'entrée. Par exemple, on a fait une application où on crée un avatar sur mobile et après on pouvait le retrouver dans une scène Unreal, par exemple. D'accord, merci. Et donc pourquoi le choix d'Unreal Engine? Du coup, j'en ai un petit peu parlé, mais donc c'est ça, c'est la puissance, le fait d'avoir accès aux dernières technos. Fortnite, qui est un petit peu le laboratoire d'Epic Games et notamment de l'équipe Unreal Engine pour pouvoir mettre différentes features, testées clairement par des millions de joueurs. Donc ça nous permet d'avoir des fonctionnalités au top du top qui sont accessibles parce que dès qu'elles sont dans Fortnite, elles sont forcément incluses dans UEFN et dans Unreal en même temps ou juste avant. Solution polyvalente, donc ça c'est hyper important. Vous avez vu la diversité de projets que l'on fait. Et moi je dis toujours, pour nous Unreal Engine c'est vraiment une boîte à outils, dans le sens où on peut aller après n'importe où. C'est ce qu'on va voir ensuite un petit peu après. Et donc c'est ce qui nous permet en fait d'aller un peu partout. Et la communauté active, on en a déjà parlé. Et puis oui c'est ça. Voilà, on partage les mêmes, je pense, valeurs et envie de créativité et d'innovation. Voilà, je vais vous parler un peu d'Unreal for Fortnite. Bon voilà, pour ceux qui connaissaient Fortnite, on est passé du mode simplement Battle Royale à quelque chose sur lequel on peut faire une plateforme, parce que Epic Games la voit vraiment comme ça, une plateforme sur laquelle on peut faire plein d'expériences différentes, que ce soit des combats, vous avez eu des courses de voitures, vous avez des concerts qui ont été faits sous Unreal, vous avez eu des défilés de mode qui ont été faits sous Fortnite. Voilà, ce qui permet, vous avez des films, et en fait on est parti vraiment de ce qui était un jeu à pouvoir créer des expériences. Il faut savoir que sous Fortnite, 40% du temps passé sous Fortnite est fait pour créer des îles et non pas pour jouer. Donc en fait et quand Epic s'est rendu compte de ça, ils se sont dit ok d'accord, en fait petit à petit Fortnite est en train de devenir vraiment une plateforme de création, simplement que beaucoup plus qu'un jeu en ligne. Et donc comment ça fonctionne Fortnite? Enfin, comment ça fonctionne? Voilà, tout l'intérêt de Fortnite, c'est que vous faites votre jeu, vous le publiez directement dans Fortnite, donc vous avez accès aux 70 millions de joueurs actifs mensuels. Vous pouvez directement comme ça avoir plusieurs joueurs et après avoir une partie de rémunération. Voilà, en fonction. Et c'est pareil, on est toujours dans la notion de rémunération où c'est 12% pour Epic et 80% pour les créateurs. L'idée est toujours de vouloir vraiment créer un écosystème et de mettre en avant les différents créateurs, que ça soit sous Unreal ou sous Fortnite. Je pense qu'on va enchaîner. Voilà l'avantage de quand vous publiez sur Fortnite, vous avez accès à l'ensemble des plateformes. Voilà, vous mettez sur Fortnite et voilà, et c'est disponible partout, à peu près partout. Ouais, c'est peut-être une notion importante quand même ça, surtout qu'il y a un public majoritairement quand même dans le jeu. C'est que, vous le savez, par des jeux maintenant, ils sont portés sur plusieurs plateformes, plusieurs hardware, avec pas les mêmes capacités de pouvoir produire les images pour avoir des bons FPS, etc. Et donc c'est vrai que ça peut être compliqué de pouvoir optimiser son jeu sur différentes plateformes. C'est vrai que l'avantage de Fortnite, c'est qu'ils ont déjà fait le travail. Donc à partir du moment où on push un truc sur Fortnite, il va être accessible même sur Nintendo Switch ou PS5, quoi. Donc alors je dis ça, il y a des petits réglages à faire, mais c'est quand même vachement plus simple. Et surtout là, ça vous fait gagner énormément de temps de dev, parce que sinon il faut adapter sur chaque plateforme. Et quand vous publiez directement sur Fortnite, vous n'avez plus besoin de ça. L'idée, il y en a qui ont déjà utilisé Fortnite Creative avant ou pas? Ouais, un peu. Donc voilà, donc en fait, le principe de UEFN, c'est que vous allez avoir toute une partie de ce qui est de Unreal qui va être accessible. Vous allez avoir accessible à Nanite, à Lumen, au Blueprint. Vous allez avoir accès à la gestion procédurale. Vous avez accès aussi à MetaHuman.
et avec en même temps la possibilité d'avoir accès à Niagara, au sequencer, et de publier directement sur Fortnite. Ce qui permet en fait c'est un peu une version simplifiée d'Unreal, et qui combine les facilités de publication et la force de frappe de Fortnite. Donc l'idée étant vraiment de pouvoir accompagner et de faciliter les créations sous Fortnite. Mais créations qui ne sont pas nécessairement faites pour du jeu, comme on a vu, et qui peuvent être faites pour faire plein d'expériences, et c'est ce que présentera après Sowen. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a Fortnite, c'est pas simplement du jeu, et ça sert aussi beaucoup les industries. Donc voilà, donc l'idée étant vraiment de pouvoir créer un écosystème et de pouvoir apporter la force créative d'Unreal dans Fortnite. C'est juste pareil, un petit détail, mais qui n'en est pas un, c'est C'est Verse. Alors Verse, c'est Epic qui, il y a 2 ans, a créé son propre langage de développement qui s'appelle Verse, et qui est spécifique vraiment à Fortnite, qui est plus simple que le C++, mais plus compliqué que le C#, mais qui permet vraiment quand même de créer un écosystème. Bon, tu pourras en parler plus sur ça, mais bon, qui crée quand même un écosystème et qui demande quand même un degré d'apprentissage supplémentaire. Et c'est vrai que ça peut être une chose un peu plus difficile pour les développeurs parce qu'il faut réapprendre un langage supplémentaire. Ouais, après, si on sait faire du C#, Verse, ça se fait bien. Ouais, même JavaScript, ça ressemble. Enfin bon, c'est assez. Il y a des notions. On va pas s'étendre sur Verse, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on a une capacité de programmation aussi à l'intérieur du coup des îles Fortnite. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut fabriquer des gameplays, on peut coder des gameplays spécifiques qui ne sont pas forcément les gameplays originaux de Fortnite, qu'on peut aussi utiliser. On peut faire du Battle Royale si ça nous chante, hein, mais on peut aussi coder ses propres gameplays si on le souhaite, grâce à Verse, qui de plus en plus justement acquiert des possibilités. Donc voilà, ça vous permet en effet de pouvoir customiser vos assets, de pouvoir créer des gameplays ou prendre les gameplays existants, et c'est surtout de pouvoir interagir. Voilà, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des équipes. Vous pouvez avoir des équipes un peu partout, et c'est la facilité de pouvoir travailler sur une île et donc de pouvoir interagir très rapidement dans l'équipe, dans les différents membres de l'équipe, et de pouvoir comme ça régler beaucoup plus rapidement les problèmes. Voilà, vous avez, comme on disait, les consoles, d'avoir accès partout, une grande audience et potentiellement de pouvoir gagner de l'argent dessus. Voilà. Je passe assez vite parce qu'en termes de temps, on est... Ouais, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Et juste, voilà, vous avez sûrement entendu, voilà, il y a eu un partenariat qui a été fait entre Lego et Epic, et c'est voilà, ce qui est sorti au mois de décembre, ce qu'a fait Lego sous Fortnite. Il y a des fans. Donc voilà, après, le principe même d'Unreal, et c'est aussi là pour aborder la partie qui va suivre, en fait, le principe même, c'est de dire, voilà, vous pouvez avoir le même asset, et l'idée étant de pouvoir développer le temps réel dans toutes les industries. Dans l'architecture, le jeu, vous avez les films, l'automobile, des événements, enfin voilà, le principe étant que Unreal et UEFN, vous pouvez l'utiliser à peu près dans toutes les verticales existantes. Et voilà, et c'est après ce que fait principalement aussi Sowen. Exactement. Donc, pour commencer un petit peu les choses sérieuses, en fait, je vais vous parler rapidement d'un principe que nous on essaye de diffuser, en tout cas à Sowen et aussi à nos clients. C'est la notion de patrimoine digital des industries. C'est en gros le fait de dire que tout ce qui est créé
en 3D, tout ce qui est créé par une entreprise, tout ce qui est notamment en 3D, etc., ça fait un terreau qui ensuite peut être utilisé, peut être réutilisé à plusieurs dessins, que ce soit pour faire je sais pas, une pub, que ce soit pour faire une application, que ce soit pour faire je sais pas moi, un configurateur, mais en partant de la même base. Alors comme ça peut paraître simple, mais il faut se dire qu'en fait dans le monde du travail, c'est pas le cas, dans le sens où la plupart des assets sont éclatés en fonction des usages des différents départements dans une entreprise. Et il n'y a pas, on va dire, un asset pour les gouverner tous. C'est vraiment plutôt plein de petits assets qui changent de version chez les uns, pas chez les autres, etc. Et donc du coup, nous, on invite les entreprises à créer justement un patrimoine digital et à pouvoir ensuite les réutiliser. Et c'est là où Unreal entre en jeu. Je vais sauter cette slide-là parce que je vais aller un peu plus loin, je vais aller là. C'est le fait de dire que tout ça, c'est un ensemble d'éléments en fait, qui peuvent être pris, qui peuvent être entre guillemets packagés, organisés, etc. Et ensuite, grâce à Unreal, on peut les utiliser. Nous, on a développé différentes briques technologiques à Sowen qui nous permettent justement ensuite de pouvoir les déployer à différentes fins. Donc, comme je l'ai dit, pour un usage marketing, pour de la com, pour faire des éléments visuels, vidéo pour les réseaux sociaux, pour pouvoir faire des outils pour les commerciaux, des outils interactifs pour les commerciaux. Donc voilà, on peut faire plein de choses, et du coup le but étant à la fin pour les entreprises d'avoir forcément mis à part l'investissement initial qui est peut-être un peu plus cher, mais en tout cas in fine ils ont un retour sur investissement qui est plus intéressant parce qu'ils ne refont pas la roue à chaque fois. Donc voilà un petit peu notre approche et ce qu'on essaye de diffuser, et en utilisant comme boîte à outils Unreal. Pour rajouter en termes, moi de ce que j'ai pu voir dans les entreprises, vous allez avoir typiquement le service marketing qui va développer un asset. Si je prends l'automobile, qui va développer sa voiture, et puis après vous allez avoir service de vente qui va faire quelque chose, et tout ça dans des boîtes qui sont françaises ou qui sont européennes ou qui sont mondiales. Et en fait, on va se retrouver avec une modélisation de voiture qui va être par exemple de la même voiture, qui va être faite dans différentes qualités, qui va pas avoir les mêmes usages et surtout qui ne va plus être utilisable hors du contexte pour lequel, le petit contexte dans lequel elle a été créée. Et l'idée étant d'avoir en fait un asset de base dès le départ qui permet après de pouvoir l'utiliser dans l'ensemble des usages. Vous le verrez quand vous rentrerez dans le monde professionnel, il y a des choses qui sont très cloisonnées. Et typiquement, c'est très compliqué entre services. À un moment, chacun va créer son propre chose et pas savoir que le voisin fait la même chose. Et l'idée vraiment de ce que fait Sowen, c'est vraiment ça, de pouvoir créer de la transversalité aussi autour des assets 3D. Exactement. Je reviens un peu en arrière parce que du coup ça, bon, on va zapper. Par contre, bon, ça on va voir après. Là, il y a différentes images de choses qu'on a pu faire sur des projets. Comme je disais, c'est assez varié, mais on verra ça plutôt sur les cas concrets. Comme ça, en plus, on va être un peu dans le timing. Peut-être avant d'y aller, est-ce qu'il y a des questions, ce que tu allais dire? Non, pas encore. Donc on va continuer. Je vais vous présenter quelques cas concrets de projets qu'on a fait. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui me paraissent pertinents et qui vont rebondir un petit peu sur on va dire l'ensemble des usages que nous on a pu faire en travaillant avec d'autres entreprises. Mais avant de parler de ça, je vais juste vous parler de ce qu'on appelle les compétences Créatech, en gros, qui font qu'on utilise au quotidien dans nos équipes. Et en fait, je pense que la première chose qui doit vous frapper quand vous regardez ce tableau, c'est qu'en fait, c'est exactement les mêmes métiers que le jeu ou que l'animation. Donc ça, c'est un peu notre message du jour, c'est important. C'est que ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est bien si vous êtes dans le jeu vidéo, mais ça va vous servir aussi si vous ne faites pas de jeu vidéo. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. Et donc, en ce qui concerne nous les différents projets que l'on fait, on se sert évidemment de toute la panoplie des outils graphiques qu'on a besoin pour créer des modélisations, faire de l'animation, faire des FX. Enfin voilà, il y a tout ça, je vous l'apprends pas. Il y a aussi la partie UI qui est aussi assez importante. Je pense que pour tous ceux qui font du jeu, vous savez à quel point c'est très important d'avoir une bonne interface graphique aussi, qui est parfois même la première chose que le joueur va voir. En tout cas l'utilisateur va avoir. Développement, on a un peu parlé, donc Blueprint c'est plus web, sachant que on va pas forcément faire exactement les mêmes choses. Je dirais que c'est plutôt des strates
de développement qui, en termes d'usage, vont être différents. Par exemple, nous on travaille le C++ pour pouvoir intégrer, faire nos propres plugins par exemple, pouvoir intégrer différents protocoles électroniques. Par exemple, on a déjà travaillé avec des cartes électroniques pour pouvoir récupérer des flux et les intégrer comme étant, on va dire, une manette dans Unreal par exemple. Là où sur le blueprint, on va plutôt généralement rester en surface. Le web, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Le son et la vidéo, je crois pas qu'il y a des gens qui font du son peut-être ou de la musique ici, à part dans leur temps libre, mais professionnellement. Non, vous qui comptez en faire. Bon, voilà, en tout cas, c'est souvent cloisonné aussi, toute la partie son, etc. Mais ça fait partie aussi, on dit en tout cas dans le film, l'animation, c'est 50%. Un son en fait, qui est bien fait, on l'entend pas. Un son qui est vraiment très mal fait, tout de suite, c'est ah, c'est quoi ce truc? Donc ça, c'est hyper important. Notamment, il y a des choses qu'on peut faire, je reboucle sur Unreal, mais qu'on peut aussi gérer du son, des inputs son. On a parlé un petit peu, on a vu Metasound par exemple, qui permet de générer du son dans Unreal. Mais voilà, c'est aussi des corps de métier que nous, on a besoin au quotidien. Tout ce qui est vidéo, ça va être plutôt tout le bagage justement captation. Donc on va parler de notions de caméra réelle, parce que la plupart, je pense, travaillent ici présent, en tout cas, travaillent avec des caméras virtuelles, donc notion de shutter, notion de focus, etc. Voilà, mais en fait tout ça, c'est du vocabulaire et des éléments qui à la base viennent d'un élément physique qui sont qui est l'appareil photo et les caméras. Et donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir lier les deux, parce que justement dans la virtual production, pour ceux qui sont bien au courant de ce qui se passe, ça va être justement comment est-ce qu'on va créer un double numérique de notre caméra, en gros. Et donc c'est hyper important de comprendre ce que font les potards en vrai. La gestion de l'éclairage, de la post-production, motion capture aussi. Bon voilà, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais c'est juste pour vous dire que tous ces corps de métier, nous aujourd'hui, on en a besoin et on les utilise quotidiennement dans nos projets. Alors premier cas concret, je vais vous parler du Wall of Shadows qu'on a fait pour la Walt Disney Company France. C'est pas en full screen, tant pis. Alors le Wall of Shadow, qu'est-ce que c'était? Donc pour ceux qui ont eu le temps de voir ou qui ont reconnu, donc c'était un dispositif qu'on appelle les DOH. Donc c'est j'ai oublié le nom de l'acronyme, c'est Out of Home, j'ai oublié le premier. Bref. Ouais, c'est Digital Out of Home, moi je crois que c'est ça. Et donc les DOH, c'est en gros des activations que l'on fait dans le cadre marketing pour voilà, un lancement de produit ou ce genre de choses. En l'occurrence, c'était ni plus ni moins que le lancement de Disney+ en France. Donc ça s'est fait, pour ceux qui ont une bonne mémoire, en plein milieu du Covid. Et donc, mais avant ça, on avait bossé pour que justement on puisse monter cette structure. Donc ça faisait environ 4 mètres, un mur LED de 4 mètres. Qui permettait de présenter en fait les différents univers de Disney au sein de Disney+. Le but c'était qu'en gros de faire en sorte que dynamiquement, quand les utilisateurs font des gestes ou des comportements, et les personnages des différents mondes Disney interagissent, donc soit reproduisent les gestes, soit vont proposer des gestes, vont se déplacer. Par exemple, on le voit un petit peu sur Olaf. Donc le petit bonhomme de neige qui du coup va adapter son regard pour s'il y a des enfants par exemple, ou si la personne est adulte, il va regarder comme ça. Donc on va servir justement de toutes les possibilités du temps réel et d'un personnage 3D temps réel pour l'appliquer à l'interactivité grâce à un flux et des données qu'on va lui donner. Les données, c'était quoi? C'était ce qu'on voit un petit peu là dans le petit gif. On avait différentes Kinect qui captaient en fait les personnes qui étaient devant, qui passaient.
Et nous, on avait un algorithme qui permettait déjà de savoir si la personne s'était arrêtée ou pas, où est-ce qu'elle était placée, si elle faisait des gestes. Et donc, le but, c'était de rentrer en interaction. Ce qui était hyper compliqué, c'est qu'on est dans une gare, donc les gens n'ont pas beaucoup de temps, ils ont qu'une chose. Ils ont envie d'une chose, c'est rentrer chez eux la plupart du temps. Et donc, le but, c'est de capter un peu l'attention pour dire, il y a un truc qui se passe là, et c'est Disney. Parce que le but du marketing, c'est quand même de retenir le message et vous vendre quelque chose derrière. Donc là, en l'occurrence, c'était un abonnement Disney Plus pour le lancement. Donc voilà, donc ça s'est très très bien passé. C'est un super beau projet. Moi, ce qui m'a fait venir dans l'animation, c'est Toy Story. C'était vraiment ce qui a baigné mon enfance. Et du coup, le fait d'avoir, alors ça c'est le petit détail sur ce projet qui n'en est pas un, c'est qu'on a eu les vrais assets des films. C'est quelque chose qui se fait jamais. Et du coup, c'est le vrai Woody du film qu'on a eu. Donc ça, c'était ma petite fierté. Et donc voilà. Donc c'est aussi ce cas, il est hyper intéressant parce que on est déjà dans une forme de transversalité des assets, c'est-à-dire que les assets n'étaient pas faits expressément sous Unreal, mais par contre, en tout cas dans ce cas précis, mais par contre, on a montré que des assets de films pouvaient servir aussi à faire d'autres choses, même si là, encore une fois, on était sur des ombres. Donc on n'est pas sur le même niveau de détail qu'on peut avoir sur un shader un peu compliqué, etc. Mais c'était possible. Je crois que le Iron Man, par exemple, c'était celui de Civil War, je crois. Enfin bon, bref, c'était voilà, donc c'était hyper intéressant d'avoir pu ces assets entre les mains, qui à la base n'étaient pas du tout adaptés au temps réel. Voilà pour ce cas. Est-ce qu'il y a peut-être des questions justement par rapport à ce projet, parce que vous avez envie d'en savoir plus? Pour le projet, notamment celui-là avec les ombres, où ça a l'air d'être une espèce de recopie du mouvement observé par les caméras. Est-ce que c'est fait purement avec du scripting sur Unreal, ou est-ce qu'il y a des technologies IA qui sont intégrées aussi avec Alors c'est une bonne question. J'ai envie de dire c'est un peu les deux, dans le sens où tu vas avoir à la fois tout ce qui va être gestion donc par IA mais procédurale des personnages, mais tu vas pas avoir d'IA générative. Et ça c'est le premier sujet, parce que c'était pas encore bien au point quand on l'a sorti. C'était donc du coup ma mémoire est très mauvaise, 2021 non 2021 2020, ouais, 2020-2021. Parce que comme il y a eu un report à cause du Covid, donc c'était 2021. Donc voilà, on n'était pas encore dans l'IA générative, mais par exemple, les capteurs Kinect, eux, utilisent une IA pour détecter les squelettes, par exemple. Donc tu as à la fois de l'IA, ensuite l'interprétation de ce que la donnée va nous donner, enfin ce que le capteur va nous donner. Et en l'occurrence, par exemple, on a scripté les pauses pour savoir qu'est-ce que faisaient les personnes ou qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, avec un ratio de pourcentage. Par exemple, on dit tiens, la personne, on est sûr à 80% qu'elle est en train de dire bonjour. Et donc à ce moment-là, on va adapter le comportement sur notre arbre de notre behavior tree dans Unreal pour faire en sorte qu'il réagisse. Donc voilà. Et ensuite, autre détail qui n'en est pas un, c'est qu'on ne pouvait pas reproduire exactement ce que faisaient les personnes, parce que si les gens font n'importe quoi, les personnages allaient faire n'importe quoi. Donc on était non pas sur un miroir, on n'est pas une recopie du mouvement, mais on était plutôt sur une interprétation de l'intention de l'utilisateur et une réponse. C'est pour ça que des fois il y a une petite latence, etc. C'est parce qu'on considère que les personnages avaient leur propre vie. Donc des fois ils réagissaient pas, des fois ils réagissaient. Enfin il y avait un peu de random dans leur comportement. Et voilà. Merci. D'autres questions peut-être? Bon, on passe au cas suivant. Donc là, c'était plutôt un cas, donc celui de Disney, c'était plutôt un cas dans le cadre justement marketing, lancement de produits et dans un dispositif nomade. Là, le projet que je vais vous montrer, donc c'est donc il a un petit nom, c'est l'AVE, l'Alstom Virtual Universe. Donc en gros, avant d'en parler, je vais mettre la vidéo, voilà, comme ça après j'en parle.
Donc voilà l'AVU. Donc pour les plus attentifs d'entre vous, qu'est-ce que fait Alstom? Donc ils font des trains, mais pas que. Ils font aussi du service, ils font aussi de la réparation, de la production de pièces, etc. Voilà, donc ils font plein de choses en fait. Et le but de la manœuvre, de cette application du coup que l'on leur a fait, c'était de pouvoir présenter l'ensemble justement de leurs compétences à leurs clients. Donc c'est un outil initialement, c'était un outil d'aide à la vente pour les commerciaux pour pouvoir montrer tout leur portefeuille de leur matériel roulant, c'est comme ça qu'ils appellent, donc en gros tout leur train. Et puis ensuite tous les services associés, etc. Parce qu'en fait, avant, il faut s'imaginer qu'ils avaient essentiellement des grands PowerPoint de 50 pages pour présenter tout ça. Et donc, ils avaient envie de moderniser tout ça. Donc on leur a fait une ville. Donc oui, ça, aujourd'hui, elle fait à peu près 5 km². Pourquoi aussi grand? Parce que en fait, les trains, déjà, ça va assez loin. Il y a différents types de trains, à grande vitesse, des métros, des machins. Donc, c'est pas les mêmes distances. Et donc, il fallait pouvoir avoir un environnement qui puisse représenter tous les cadres d'utilisation de ces trains. Et donc, la ville a été designée pour que ce soit un écrin pour ce matériel roulant, donc pour ces trains. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Je la fais assez courte, mais encore une fois, on pourra en discuter si vous le souhaitez. À la suite de ça, en fait, il en est sorti plein d'autres choses. Et c'est là où je vais rebondir sur la notion de patrimoine digital dont je vous parlais tout à l'heure. C'était qu'à partir du coup de cet immense univers, en gros cette grosse ville, la GTA, on a pu sortir plein d'autres éléments pour différents usages. Donc l'usage principal qui est en haut de la pyramide, puis ensuite des présentations commerciales, des vidéos qu'on extrait, parce que toutes les vidéos qui sont faites, donc précalculées, elles sortent directement de l'univers temps réel. On a juste boosté un petit peu les samples. Des démonstrations en live, du coup, directement, parce que ça reste un applicatif, donc voilà. Donc je vous en parlais, des vidéos pour les réseaux sociaux, des affiches print, des prises de parole en réalité, en virtual production, du Serious Game Digital, mais on va en parler, et voilà, la maquette aussi. Donc le premier cas d'usage que je voulais vous montrer qui a été fait à partir de l'AVU, c'est un serious game, donc digital. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, il y a une petite particularité que je vais vous dire après au niveau du matériel qui est utilisé. Voilà, donc ce projet s'appelle Invisible Threats, donc c'était pour le département cybersécurité de Alstom, et le but c'était de parler de cybersécurité à des gens de l'informatique et de la cybersécurité, donc avec des questions hyper pointues, mais de manière un petit peu plus stimulante. Et donc on leur a fait du coup ce serious game où le but c'était d'avoir une lampe torche, donc qui a été imprimée en 3D avec une station pour essayer de savoir où se trouve dans l'espace cette lampe torche, et donc pouvoir éclairer en temps réel la scène. Et c'est une sorte de rail, si je puis dire, où on se balade dans 3 univers, dans 3 niveaux différents, et ensuite en éclairant en fait la scène, on va pouvoir détecter où sont les menaces de cybersécurité. Donc par exemple, si on voit qu'il y a un port USB qui est mal sécurisé, il apparaît en rouge, et hop, on a des questions qui apparaissent pour lesquelles on va pouvoir répondre à un mini quiz ou rentrer en interaction aussi avec les commerciaux et les gens de la cybersécurité chez Alstom. Donc c'est aussi un support de présentation au-delà d'être aussi un support un peu de jeu. Et donc là on voit mon collègue qui a fait des premiers tests au début de détection pour vous reconnaissez le mannequin de Unreal pour essayer de faire nos premiers tests justement avec la lampe torche. Et ensuite, voilà, ça a été déployé, puisque le but c'est de pouvoir le déployer dans différents salons. Et puis voilà,
ou alors pour faire de la formation aussi au sein des équipes. Donc c'était vraiment le but. Et la dernière chose que je voulais rajouter sur ce projet-là, c'était que ça n'a été possible que parce qu'on avait fait l'AVU avant, parce qu'en fait tous les assets, tous les trains, l'univers qu'on a fait, ils étaient déjà optimisés. Donc après, on a juste à changer l'ambiance lumineuse pour avoir une ambiance un peu sombre, un peu menaçante, etc. Rajouter un gameplay qui est du coup totalement différent de ce qu'on avait avant. Et puis hop, on avait finalement ce serious game qui était prêt. Et dans un temps assez record, puisque du coup, nous a fallu, je m'en souviens plus exactement sur ce projet-là, mais ça se compte en quelques semaines, quoi. Enfin, c'est entre un mois et 2 mois, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc, chose qui aurait été impossible si on était parti de zéro. Voilà. Je sais pas où on est. 20 minutes. Ah bah, il y a le test là, donc ça vous pouvez voir. C'est normal, Mo, que ça arrive pas tout de suite, voilà. C'est installé en Espagne. Voilà, bon, je passe un peu, vous avez compris le principe. Ensuite, deuxième cas d'usage par rapport à Alstom, c'était du coup une île Fortnite. Donc on leur a fait une île qui en fait permettait déjà de faire une sorte de première approche en fait pour les joueurs qui souhaitent pouvoir découvrir justement un peu ce qu'est un dépôt chez Alstom. Et donc on a fait une sorte de mission, enfin différentes missions où il fallait retrouver des pièces éparpillées un peu partout dans un dépôt Alstom. Et donc il faut savoir que le dépôt qui est dans l'île Fortnite, c'est un design de vrai dépôt que les utilisateurs, par exemple les SNCF ou SNCB en Belgique par exemple, peuvent utiliser pour leur train. Voilà, donc si vous voulez aller visiter un dépôt, et voilà, l'île est encore accessible, hein, donc voilà, vous pouvez chercher Alstom sur Fortnite et si vous voulez vous balader, vous pourrez. Et donc ça, c'était un cas qui était assez intéressant puisque du coup on est parti des assets, pareil de la VU, donc le dépôt, les trains, etc. On a intégré. Il y a certains éléments qui étaient un petit peu plus difficiles que d'autres, mais globalement ça s'est fait de manière assez smooth pour pouvoir permettre aux différents joueurs Fortnite de découvrir en fait cet univers. Et donc ça répond aussi à la question précédente, c'était est-ce qu'on peut intégrer, c'était par là-bas, je me souviens plus où, mais est-ce qu'on peut intégrer des assets custom dans Fortnite? Oui, il y a des limitations, mais on peut intégrer, là il y a je sais pas combien de millions de polygones, on a bien sûr des optimisations pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien et comme on le souhaite. Je parlais tout à l'heure de portabilité sur Switch ou sur PS5, donc on n'a pas exactement le même éclairage dans notre scène. Les deux sont adaptés, mais globalement, on peut faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Donc il y a juste une limitation en termes de taille de projet. On ne peut pas mettre. Alors je m'en souviens plus, ça fait un peu longtemps. Et puis ça a peut-être évolué aussi entre temps, parce qu'il y a quelques mois maintenant ce projet. Mais je crois que chaque projet doit faire 400 mégas et le dépôt doit faire 2 gigas. Alors je dis peut-être des bêtises. Regardez sur le site, il y a les prérequis, mais il y a des petites contraintes comme ça. Voilà, donc ça sert à rien de mettre des textures en 8K, ça sert à rien. Ouais, pardon. Je suis désolée, c'est une question sûrement un peu stupide et un peu terre à terre, mais est-ce que c'est pas un peu niveau sécurité d'utiliser des vrais, enfin une imagerie d'un vrai dépôt pour faire quelque chose dans Fortnite? Est-ce que c'est pas un peu dangereux niveau sécurité? Alors, ce dépôt, il est inspiré d'un vrai dépôt, mais ce n'est pas un vrai dépôt qui est existant. C'est-à-dire, si tu te sers de ça comme maquette pour ensuite attaquer un dépôt, ça ne marchera pas parce que c'est pas les mêmes. Mais oui, mais sur le principe, je comprends, mais ça pose la question justement, quand on parle de transversalité des données, ça pose aussi la question de la sécurité de ces données. À qui on donne accès, qu'est-ce qu'on doit y mettre.
parce que c'est pas parce qu'on a, par exemple, à l'intérieur, de ce train, il y a les technologies Alstom. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas forcément les mettre. Donc au niveau des batteries, par exemple, qui sont au niveau du pantographe en haut, il y a tout un tas de technologies. C'est des choses en fait juste qu'on a virées parce qu'en fait, ça n'apporte rien au gameplay dans ce cas-là, et c'est potentiellement des choses qui sont confidentielles. Donc ça, on l'enlève, ou alors même on l'a pas. Mais par contre, en revanche, par rapport au look et au design, etc., il est totalement cohérent avec ce que l'on trouve sur la vue. Voilà. Parce qu'Alstom, c'est français, c'est pas coréen. Ouais, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que bon, Alstom, on est tous d'accord, c'est la grosse industrie, c'est pas les choses qui sont faciles à faire changer, que c'est souvent difficile à faire, de leur faire prendre des gros virages technologiques. Et là, en fait, très vite, ils sont passés sur Fortnite. Enfin, très vite. Oui, vous travaillez depuis longtemps avec Alstom. Sowen leur a présenté Fortnite. Et en fait, très rapidement, ils ont dit OK, on peut y voir un intérêt. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas parce que on est face à des gros mastodontes, on peut dire c'est difficile. Non, ça peut être tout à fait facile. Et il faut bien se rendre compte que les industries, et quelles que soient les industries, se rendent totalement compte de l'intérêt de la gamification, du gameplay, de l'intérêt de pouvoir, et pour leur public, et pour leurs clients, et en fait pour un milliard d'usages, que en fait des choses comme Fortnite, le temps réel, leur permettent un gain de temps, des gains de voyage aussi, enfin parce que ça permet aussi de limiter un certain nombre de coûts, et que ça permet en même temps de rester et de mettre à disposition assez rapidement. Et le message, c'est vraiment de se dire, voilà, à un moment, les industries, et même des grosses industries, et là, on est vraiment dans la construction de train, on n'est pas sur le truc qu'on peut se dire, même si c'est très fun, même l'ingénierie, mais ça reste quelque chose où on se dit, on voit pas trop le rapport avec Fortnite, et en fait, si, et il y a eu un vrai intérêt pour eux de le faire ça, avec des retombées qui ont été très positives, et qui permettent de dire, voilà, il y a des usages, et même dans les grosses industries, les choses évoluent, et de plus en plus, ça va vers ce type de choses. Ouais. Et je pense, par exemple, vous avez par exemple toute une partie d'Airbus qui fait ça maintenant sous casque HoloLens. Donc, vous avez la réalité virtuelle, les plateformes Fortnite ou Unreal qui sont de plus en plus utilisées dans l'industrie. Mais oui, tout à fait. Et c'est, j'ai oublié ce que je voulais dire en fait, mais c'était lié. C'était totalement lié. Non, si, voilà, c'est le fait de pouvoir faire de la pédagogie, de la formation aussi, parce que ça c'est hyper intéressant. C'est que il y a un certain nombre d'employés chez Alstom, voilà, pour expliquer ce qu'ils font, que ce soit à leur famille ou à leurs proches, etc. En fait, ça a été un bon moyen de pouvoir en fait réunir tout le monde autour de sujets qui à la base sont pas forcément hyper transcendants. Et donc là, ça a donné aussi du grain à moudre pour pouvoir dire voilà ce que je fais, voilà ce que c'est un dépôt, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il y a aussi ce côté, on forme et on informe en fait, on forme et on informe. Pour dire ouais, il y a plein de métiers, il y a plein de choses à faire, et voilà ce qui se passe en fait derrière les trains. C'est pas juste je monte dedans, j'essaie de trouver une place parce que c'est blindé et puis c'est tout. Derrière il y a plein de corps de métiers, plein de choses différentes. Donc c'est ça aussi l'intérêt de diffuser un petit peu ce qu'il y a dans l'industrie, en fait, tous les métiers d'industrie. Voilà, oui. Oui, bonjour. Juste une question par rapport à la compatibilité entre les deux moteurs. C'est-à-dire que si jamais, moi j'ai déjà bossé sur un jeu Unreal qui est presque fini, qui est destiné à d'autres plateformes, j'ai envie d'en faire aussi une île Fortnite, ou inversement, j'ai fait d'abord une île Fortnite et je vais en faire un jeu Unreal ensuite indépendant. Est-ce qu'il y a moyen de plus ou moins porter l'un vers l'autre rapidement, ou il faut tout refaire quand même dans l'autre, sauf les assets à exporter, quoi? Ouais, alors dans un sens ça marche mieux que dans l'autre. C'est-à-dire que de Unreal, on peut venir facilement exporter vers UEFN, c'est même presque instantané en fait. Si on fait bien les choses, il n'y a quasiment rien à reprendre. Parce qu'en fait, c'est le même moteur. En définitive, c'est juste que UEFN, il est plus contraint pour pouvoir respecter les contraintes de plateforme, faire en sorte pareil qu'on ne puisse pas mettre n'importe quoi. Donc il y a quelques petites contraintes. Mais c'est le même moteur, donc c'est-à-dire que Nanite, Lumen, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi dans UEFN. Et c'est parce qu'en fait Fortnite est basé sur ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par exemple, les MetaHuman n'étaient pas disponibles dans les premières versions du UEFN, étaient rendus disponibles justement, et là on avait intégré le MetaHuman, c'était à la fois aussi un test pour nous.
En mode, qu'est-ce que ça rend un MetaHuman voilà, dans Fortnite. Donc maintenant, c'est possible et c'est intégré, et donc il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, commencer sur UEFN pour aller sur Unreal, c'est plus compliqué parce qu'en fait, comme tu peux récupérer aussi des assets Fortnite ou de Fab, on peut pas, UEFN interdit les exports depuis dans l'autre sens. Donc ça c'est un peu plus compliqué, et tu auras plus de choses à reprendre si tu commences sur Fortnite pour ensuite revenir dans Unreal. Donc il vaut mieux, si tu dois faire même une île Fortnite, des fois il vaut mieux commencer sur Unreal, après exporter et puis finir ton gameplay dans UEFN. Voilà. Sachant que ça c'est à date. Voilà. Ça peut évoluer, ça va évoluer. Alors non. Fab, c'est vraiment la nouvelle plateforme. Enfin, tu pouvais peut-être. Ce que tu dis Fab, je pense que tu parles de Sketchfab. Non, Fab. Non, mais là, quand tu parles que des assets, on est sur les assets de Sketchfab. Non, c'est bien ça. En fait, ça dépend des assets. Tu as certains assets qui sont gratuits, qui sont déjà qui sont gratuits. Il y en a d'autres qui sont déjà dans le jeu. Que tu as le droit d'utiliser. Ceux-là, ils sont gratuits aussi, il n'y a pas de problème. Les assets que tu importes, évidemment, c'est toi qui les fais, donc il n'y a pas de problème. Par contre, des assets que tu achètes sur Fab, tu peux les intégrer dans ton île, mais par contre, c'est pas forcément gratuit. Voilà, et il me semble, parce que quand même Fab, ça a été poussé en décembre, donc il y a encore des choses où je suis pas encore bien au clair. C'est plus les équipes qui travaillent plus dessus, donc ils sont mieux informés que moi, mais il me semble que tous les contenus sur Fab pareil ne sont pas compatibles UEFN, et donc il y en a certains que tu peux venir mettre directement dans Unreal, d'autres sur Unreal et UEFN, donc voilà. L'idée à terme, c'est que tout ça soit compatible. Après, Fab est tout récent, donc après voilà, ça va être des montées en compétences aussi avec UEFN, et de coopération entre les différents systèmes. Donc petit à petit, ça viendra. Après, tu peux aussi utiliser des packs dans Unreal pour faire ton kit bash, et puis ensuite exporter en FBX les éléments pour les réimporter dans UEFN. Ça pose pas forcément de problème, il me semble. Après, en termes de droit, j'ai un petit doute quand même. Est-ce qu'il y a certains assets, c'est des U-assets. Enfin, je sais plus exactement ça. Pour le coup, de droit, je sais pas si ça marche ça, dans ce sens-là. Je voudrais juste aussi vous rappeler, n'oubliez pas, chaque mois sur l'Epic Store, vous avez accès à des assets gratuits. Donc n'hésitez pas tous les mois à aller récupérer les assets gratuits aussi que vous pouvez avoir, que vous pouvez utiliser. Voilà. J'avance ? Il reste 10 minutes, on va faire très vite alors. On en a parlé, tac. Donc ça, voilà, je vais pas rebondir, mais c'est tout ce qui a servi à faire le projet. Ça, je vais peut-être zapper. Je vais zapper. Je te laisse enchaîner sur ça. Ouais. Alors l'idée, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire comment un asset va pouvoir être utilisé à peu près partout dans toute l'entreprise, mais c'est aussi comment un asset, donc on va être quelque part sur du cross-vertical à l'entreprise, et aussi toute la volonté d'Epic, et c'est ce qui a été fait avec Star Wars. Vous avez vu que là aussi Epic a signé un deal avec Disney, et voilà, et c'est comment après en fait on va pouvoir avec le même asset le faire du cross-média. Donc comment on va utiliser à la fois pour la télé, des parcs à thème, on pourrait être Disney pour faire des parcs à thème, on est bien d'accord, mais aussi comment on va pouvoir faire des jeux, comment on va pouvoir l'utiliser dans le métaverse, donc dans Fortnite, pouvoir s'utiliser pour faire de la prévise et de la virtual prod, ou après en film. Donc c'est toujours cette idée systématiquement de dire voilà, un asset, ça peut être quelque chose qui peut être cross-vertical en industrie, mais aussi cross-média. Et c'est le principe vraiment de vouloir développer d'Epic Games et d'Unreal, de dire voilà, avec un asset, en fait, on peut pouvoir le développer partout. What's the story with all the elevators lately? I heard Kylo Ren destroyed the one over in D sector. If you ask me, who's ever in charge of this place should be transferred to Hoth. What? What?
she heard us? Yeah, I think she heard us. At least we blend in for once. Voilà, donc là vous avez un petit exemple de ce qui est possible de faire en temps réel, en prévise, avec Epic, autour du thème de Star Wars. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire, voilà, quelles que soient les entreprises, ça peut être du cross-vertical et du cross-média pour les assiettes. Le dernier projet que je voulais vous présenter, c'était un peu plus dans l'univers de la voiture. Alors on a 2 films qu'on a fait pour Michelin, mais je vais mettre le deuxième parce que c'est plus un making-of. Bonjour, je m'appelle Olivier Sadoc, je suis réalisateur chez Sowen. Je vais vous parler du film sur les innovations de Michelin à travers l'histoire des courses des 24 heures du Mans. Nous avons réalisé ce film de façon innovante, entièrement dans Unreal Engine. Michelin souhaitait raconter à travers un film de 2 minutes les évolutions qu'avaient connues ses pneus et les défis d'innovation remportés par ses équipes lors de ces courses mythiques qui sont sans doute les plus exigeantes du monde. Depuis 100 ans, les 24 heures du Mans offrent à Michelin un véritable terrain d'expérimentation en conditions réelles, avec un objectif clair, évidemment contribuer à la victoire du pilote, mais aussi améliorer les performances du pneu tout en répondant à l'urgence environnementale. Notre équipe a proposé un concept original, donner la parole au pneu lui-même et lui faire raconter son histoire et sa transformation au cours des courses des 24 heures du Mans. Nous avons logé les souvenirs de ces courses visuellement dans le pneu lui-même pour passer du temps présent au passé historique, avec l'idée de montrer que c'est grâce à ces innovations du passé que le pneu Michelin est ce qu'il est aujourd'hui, un vrai bijou technologique. Pour réaliser ce film, nous n'avons pas travaillé de façon classique. Nous avons utilisé le moteur de rendu temps réel Unreal Engine 5. Et en tant que réalisateur, j'ai pu grâce à ça me projeter dans le résultat final de l'image sans avoir à passer par des étapes intermédiaires de rendu d'image. On a créé d'abord tous les éléments dont on avait besoin. Une partie des pistes de la course, la voiture gagnante du prix de l'année dernière et les différents pneus. Une fois que cette scène existait dans le moteur de jeu, j'ai pu concevoir en temps réel tous les plans que je souhaitais en choisissant les différents axes de caméra, les éclairages et les 1001 détails qui font qu'un plan est beau et crédible. Les images 3D que vous voyez dans le film sont donc celles des sorties brutes d'Unreal Engine 5 en production virtuelle. Et ça, c'est vraiment magique. Enfin, ce qui a été déterminant pour la réussite de ce film, c'est qu'on a pu travailler main dans la main avec Michelin du début jusqu'à la fin. Ils ont eu une part très importante dans l'élaboration du film. C'était un peu les 24 jours pour les 24 heures du Mans. Voilà, donc ça vous donne une idée aussi que même dans l'industrie, il y a besoin d'amener du storytelling, aussi des idées créatives, comme cette idée de pouvoir raconter l'histoire du pneu par le pneu lui-même, le fait d'intégrer son histoire à l'intérieur. Donc tout ça, c'est des choses qui sortent de notre équipe créative, en collaboration bien sûr avec les équipes de Michelin. Et puis avec aussi, voilà, Olivier en a parlé mieux que moi, le fait de pouvoir vraiment adapter le récit et les plans en fonction de ce qu'on a besoin de raconter. Et ça, c'est vraiment une souplesse qu'aujourd'hui, grâce aux outils temps réel, on peut faire. Donc ça, c'est vraiment chouette en tant que storyteller. Je pense surtout à ceux devant de la filière animation. C'est vraiment chouette de pouvoir justement itérer sur des plans, pouvoir rajouter un plan parce que ça nous intéresse, parce que tiens, c'est un truc que j'avais pas vu ou ce serait peut-être bien. En tout cas, pour les réalisateurs et pour les créatifs, c'est hyper chouette. Donc voilà pour ce projet. Tu veux que ça part? Ben voilà, ça part.
Vous attendez de voir quand est-ce que vous apparaissiez. Hein. Évidemment, vous êtes là. Alors, je vais faire très vite. Comme vous le savez, donc Isart est partenaire académique pour la filière jeux vidéo. Partenaire Silver de mémoire pour l'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, vous avez vu show réel d'étudiants d'Epic Games, donc qui regroupe en fait l'ensemble des partenaires académiques qui soumettent à un moment des projets pour participer à ce petit showcase qui après est diffusé en interne et en externe auprès par Epic. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être partenaire académique? Ouais. Ah bon, alors là, c'est tout je vous passe cette slide, mais c'est vraiment en fait tout l'écosystème qu'il y a pour être partenaire académique. En fait, pour vous, l'intérêt, bon, vous êtes évidemment sur les pages d'Unreal. Je voulais juste vous rappeler aussi que vous avez quand même droit à des comptes ArtStation Pro qui vous sont offerts. Vous avez un certain droit aussi à quelques centaines de dollars par semestre d'assets sur l'Epic Store que vous pouvez dépenser. Hein. Que vous avez droit normalement aussi à des comptes Sketchfab. Alors ça risque de changer avec Fab, avec la mise en place de Fab, et que vous devez participer au show réel. Voilà, donc ce qui permet de mettre en avant votre école. Voilà, donc n'hésitez pas de vous rapprocher auprès de vos responsables pédagogiques. Je ne sais pas comment il y a eu la communication interne sur ça, mais voilà, vous pouvez y avoir accès, donc profitez-en. Merci à vous.